Jonas Durand. Je suis ingénieur de recherche au sein du laboratoire Tous Chercheurs qui fait partie de l'UMR IAM ici sur le centre INRAE Grand Est. Je suis en charge notamment de tout ce qui est analyse et valorisation des données issues et des résultats issus du programme de recherche participative CITIC. Et c'est ce dont je vais vous parler aujourd'hui, donc CITIC, qui est un programme porté par l'Université de Lorraine, INRAE, l'ANSES, le CPIE de Nancy-Champenoux, et porté au sein donc, du programme interdisciplinaire Artemis. Mais tout d'abord, même si j'ai dit que j'allais beaucoup vous parler de nouvelles connaissances, je vais quand même vous faire une petite présentation de base sur l'éthique et leurs pathogènes, histoire qu'on soit tous au même niveau et que vous puissiez bien comprendre toutes les présentations qui vont venir. Donc ça va être assez rapide, mais globalement, l'éthique, qu'est-ce que c'est? Alors la carte d'identité, ce sont des acariens hématophages stricts qui se nourrissent uniquement de sang. Il y a environ une quarantaine d'espèces de tiques différentes en France. Certaines sont généralistes, c'est-à-dire qu'elles peuvent se nourrir sur plusieurs types d'animaux différents. C'est le cas d'Ixodes ricinus, qui est l'espèce qui pique le plus l'homme en France et qui peut se nourrir à la fois sur des mammifères, des oiseaux, des reptiles. Et d'autres sont plus spécialisées sur certaines espèces d'animaux. Par exemple, on a des espèces qui sont spécialisées sur les grands rhinolophes, des espèces de chauves-souris. Mais si on s'intéresse à elles, c'est parce qu'elles peuvent être vectrices d'agents pathogènes pour l'humain et l'animal. Mais dans le cas de ce séminaire, on va se focaliser sur le risque pour l'homme. Et c'est ce qu'on appelle les maladies vectoriellatiques ou MVT. Donc il y en a différentes sortes. Ça peut être des maladies d'origine bactérienne, comme la borréliose de Lyme, qui est probablement la plus connue, ou des rickettsioses, l'anaplasmose granulocytaire et bien d'autres. Ça peut être causé par des protozoaires, c'est le cas de la babésiose, ou par des virus, comme le virus de l'encéphalite, dont vous allez avoir une présentation tout à l'heure, ou le virus de la fièvre hémorragique de Crimée-Congo, qui est moins une problématique pour le Grand Est actuellement, mais plus une problématique du sud de la France. Enfin, ça peut aussi causer des problèmes de santé liés non pas aux pathogènes et aux tiques, comme les réactions allergiques, le fameux syndrome de l'alpha-gal, un syndrome d'allergie à la viande rouge qui est causé par une allergie à une molécule qui se trouve dans la salive des tiques, et notamment des tiques Ixodes ricinus. Et donc, vous voyez, il y a une grande diversité de tiques, d'agents infectieux, mais ça ne veut pas dire pour autant que toutes les tiques peuvent transmettre tous les agents pathogènes. Notamment, si on reprend la borréliose de Lyme qui est causée par des bactéries du complexe Borrelia burgdorferi sensuato, ça peut être transmis par les Ixodes ricinus, mais pas par les tiques de l'espèce Dermacentor reticulatus, ni par le moustique tigre Aedes albopictus. Le Tibola, causé par des bactéries Rickettsia slovaca, à l'inverse, peut être transmis par les Dermacentor, mais pas par les Ixodes, ni par les moustiques. Et le virus de la dengue est transmis par le moustique tigre, mais pas par les tiques. Ça, il faut bien l'avoir en tête. Les tiques, ce n'est pas des vecteurs mécaniques, ce n'est pas des seringues qui transmettent des agents pathogènes d'un hôte à l'autre. Il y a souvent une coévolution entre la tique et son agent infectieux. Et si on prend l'exemple plus particulier, donc plus connu de l'exemple de la borréliose de Lyme, comme je dis, c'est causé par des bactéries du complexe Borrelia burgdorferi sensuato. Il y a une vingtaine d'espèces différentes dans ce complexe. Il y en a 6 qui sont considérés comme pathogènes pour l'humain, avec 3 qui sont considérés comme potentiellement pathogènes. Le reste, c'est inconnu parce que tout simplement, on ne les a pas encore retrouvés chez des êtres humains. Et ce qui est intéressant aussi, c'est que les autres réservoirs, c'est-à-dire les animaux qui servent au maintien et à la reproduction de ces bactéries dans l'environnement, sont différents en fonction de l'espèce de Borrelia. Par exemple, Borrelia afzeli et Borrelia bavarensis, les autres réservoirs, c'est plutôt des rongeurs. Et ils ne sont pas capables d'infecter des oiseaux. À l'inverse, Borrelia garini peut infecter les oiseaux, mais pas les rongeurs. On a aussi des espèces comme Borrelia burgdorferi sensu stricto qu'on retrouve chez rongeurs et oiseaux, et des espèces comme Borrelia lusitaniae qui sont spécifiques des lézards. Donc, selon les espèces qu'on va trouver, en fait, c'est finalement une description des hôtes qui sont présents dans l'environnement. Et comment est-ce que ces hôtes sont infectés ou comment est-ce que les tiques s'infectent? Eh bien, pour ça, il faut revenir au cycle de développement des tiques. Alors, à l'origine, celles qui sortent des œufs, c'est des larves. Elles font moins d'1 millimètre, elles ont 6 pattes et sont souvent en groupe. Et elles vont se mettre à chercher des proies dans la végétation. Elles vont attendre en quête qu'un animal passe à proximité. Et dès qu'un animal passe, par exemple un rongeur, elles vont s'accrocher dessus,
se nourrir pendant 1 à 2 jours, voire un peu plus. Et c'est d'ailleurs dans ce cadre-là qu'elles vont se disperser. Les tiques ne se déplacent très peu par elles-mêmes. En fait, si elles se déplacent sur des longues distances, c'est sur les hôtes sur lesquels elles se nourrissent. Une fois qu'elle est gorgée de sang, elle va se laisser tomber là où était l'animal, chercher un abri dans les infractuosités ou la litière, se métamorphoser en nymphe, et donc certaines auront pu prendre l'infection en se nourrissant sur un hôte infecté, d'autres non. Il n'y a jamais de transmission à 100%. Et les nymphes elles-mêmes, au stade suivant, donc, vont se mettre en quête. Ce qui est intéressant et important pour le cycle de Borrelia, c'est qu'ils vont se nourrir sur les mêmes types d'hôtes que les larves. Donc, par exemple, un autre rongeur qui passe à proximité. Et donc, si elles sont infectées, tout en se nourrissant, elles vont pouvoir infecter le rongeur. Et c'est ainsi, finalement, que le cycle continue. Ce rongeur va pouvoir infecter des larves et ainsi de suite. Rongeurs, bien sûr, ou oiseaux ou reptiles, comme je vous l'ai dit. Par contre, les adultes, eux, vont être en quête souvent un peu plus haut et vont chercher préférentiellement des hôtes de type grands mammifères, par exemple des cervidés. Et c'est sur ces cervidés que notamment le mâle va pouvoir rencontrer des femelles et copuler, le but étant seulement de produire des œufs. La femelle, elle va se gorger de sang, mais le problème, c'est que beaucoup d'espèces de grands mammifères sauvages, notamment les cervidés, ne sont pas compétents à l'infection par Borrelia, ils ne vont pas pouvoir être infectés, et ils ont même un système immunitaire, le système complément, qui va être capable de détruire les Borrelia à l'intérieur des tiques qui se nourrissent sur lui. Et donc, dans cette phase-là, il n'y a plus d'infection, et on considère même, enfin dans la littérature, ce qui était souvent considéré, c'était qu'il ne pouvait pas y avoir de transmission de la mère aux œufs, et que donc on repartait à zéro à partir du prochain stade. Donc tout ça, ça prend 2 à 3 ans, et donc vous voyez, il y a 3 stades de développement de la tique. Nous, où c'est constitue, ben, on est ce qu'on appelle des hôtes accidentels. On ne fait pas partie du cycle naturel de la tique, puisque quand elle va nous piquer, généralement, c'est un peu la fin de son cycle. Soit on l'amène quelque part où elle ne peut pas continuer son cycle, soit on va la tuer. Mais on peut se faire piquer par tous les stades de développement. Et donc, maintenant qu'on a vu ça, comment est-ce qu'on peut définir le risque d'être infecté par une maladie vectorielle à tique? Le risque, classiquement, c'est le résultant du danger ou de l'aléa, fois l'exposition, fois la vulnérabilité. Dans notre cas, le danger, c'est la densité de tiques infectées actives. S'il y a beaucoup de tiques infectées à un endroit et qui sont en recherche d'autres, là, il y a un danger. Mais il faut qu'on s'y expose, il faut qu'on rentre en contact avec ces tiques infectées. Et ensuite, même après exposition, il faut que la tique pique et qu'il y ait transmission de l'agent pathogène. Notamment, pour Borrelia, ça va dépendre du temps de piqûre. Plus elle pique longtemps, plus il y a un risque de transmission si la tique est infectée. Et donc, on voit que pour s'intéresser au risque, il y a différentes composantes. Et ce sont des domaines qui, finalement, scientifiques, qui étudient, qui sont complémentaires et qui n'apportent pas les mêmes informations, mais qui peuvent se croiser. Par exemple, en épidémiologie, on va s'intéresser au risque, on va essayer d'avoir des informations sur toutes ces composantes pour essayer d'estimer justement comment, par exemple, ce risque peut varier. Dans la recherche classique sur l'éthique, généralement, ce qu'on faisait, c'était qu'on allait chercher des tiques dans l'environnement. On les collecte avec un drap blanc et on prend les tiques qui sont dessus. On regarde s'il y a des pathogènes. Ça nous donne donc des densités de tiques infectées actives. Et bien souvent, ces études s'arrêtent là comme proxy du risque parce que c'est plus compliqué d'avoir les autres informations. C'est pour ça que de ce côté-là, on peut se tourner vers des enquêtes, vers les sciences humaines et sociales. Donc, par exemple, vous allez voir la présentation de Marc, qui est bioéconomiste sur le sujet, pour avoir des informations plus précises sur l'exposition, la vulnérabilité des personnes, sur le comportement. Et nous, finalement, avec ce côté science participative, quand on récolte des signalements de tiques piqueuses et des tiques piqueuses, on a des infos sur les tiques, mais pas la densité tique infectée active. On a des infos sur l'exposition et la vulnérabilité aussi. Donc, on a un peu de chaque compartiment, même s'il n'est pas aussi complet que les autres. Et c'est pour ça, d'ailleurs, que toutes ces études, finalement, sont complémentaires entre elles. Et d'ailleurs, c'est de là qu'est née cette idée de séminaire, de faire intervenir des gens spécialistes de disciplines différentes. Et donc, si on revient plus particulièrement à CITIC, quelles sont les données générées par le programme de recherche? Eh bien, ce qu'il faut avoir en tête, c'est que c'est ces données participatives, c'est-à-dire que pour qu'on reçoive
des données, il faut que les gens participent activement au programme, qu'ils aient connaissance du programme et que volontairement, ils décident de signaler leur piqûre de tique sur eux ou sur leurs animaux et d'envoyer la tique piqueuse pour qu'on la reçoive dans un ticothèque au laboratoire. Et effectivement, on va collecter deux types de données, deux grands types. Les signalements de piqûre, où on a plusieurs informations liées au signalement, comme l'âge, le genre, le lieu de la piqûre, le type d'environnement, l'activité lors de la piqûre. Et les tiques piqueuses. Et là, si on a les analyses, on peut regarder le stade de développement, l'espèce, le gorgement, donc si elles sont retirées en plus ou moins de 24 heures, ou le portage microbien. Et donc, c'est ce que je vais vous présenter aujourd'hui. Donc, j'ai fait une sélection, parce qu'il y avait beaucoup de choses à dire, de résultats qui proviennent majoritairement d'une étude qu'on a faite pour l'Agence régionale Grand Est, qui nous a financé et qui a fait l'office d'un rapport sur le risque infectieux en Grand Est. Et je vais commencer déjà par décrire un peu ce qu'on a appris donc, sur les signalements, les tiques et les agents pathogènes. Donc déjà, qui se fait piquer? Alors, ce qui est intéressant, dans ce cas-là, on a regardé l'âge des personnes. À gauche, vous voyez le pourcentage de représentants de chaque catégorie d'âge, après les données INSEE. Donc on voit en Grand Est, majoritairement des adultes. Mais à droite, vous voyez le pourcentage de chaque classe d'âge au niveau des signalements de piqûres. Et ce qu'on voit, effectivement, c'est que les enfants sont particulièrement représentés dans les piqûres de tiques d'après nos signalements. Ça peut être dû à un biais qui serait que les parents font beaucoup plus d'attention et ont plus envie de signaler, mais ça se retrouve aussi dans la littérature avec les cas d'hospitalisation de Lyme, où il y a souvent une double pique avec les enfants qui sont aussi très touchés. Et donc, pour nous, ça alerte bien sur le fait qu'il faut faire attention, notamment pour les plus jeunes. Ensuite, quand se fait-on piquer? Là, vous voyez représenté ici, donc pas la peine de regarder exactement ce que fait chaque couleur, à part que la grise ici, c'est 2020. Mais chaque couleur, c'est une année différente, de 2018 à 2024, c'était les années complètes que j'ai analysées, et c'est le nombre de signalements de piqûres par semaine. Et ce qu'on voit, c'est que globalement, on a des signalements de piqûres toute l'année, et parce qu'effectivement, les tiques il suffit d'un peu de chaleur pour qu'elle commence à se réactiver. Mais globalement, ce qui est intéressant, alors que dans les études où ils collectent des tiques, il y a des variations assez importantes d'une année à l'autre en fonction du climat. Des fois, le pic commence beaucoup plus tôt, des fois beaucoup plus tardivement. Nous, globalement, les pics se situent toujours entre les semaines 20 à 23, ce qui correspond au long week-end de mai et qui correspond bien au fait que nous, on capte pas seulement l'activité des tiques, mais bel et bien l'exposition humaine. Donc, OK, pour que les signalements tiques soient actifs, mais il faut aussi que les humains sortent, et en plus, avec les beaux jours, sortent en se protégeant moins. Maintenant, où se fait-on piquer? Donc là, j'ai représenté sur ces cartes donc du Grand Est, par département, le taux de signalement de piqûre pour 100 000 habitants. C'est un moyen, en fait, d'éviter un biais démographique qui fait que les endroits où il y a le plus de gens qui vivent, ben, on va recevoir plus de signalements de piqûre. Donc, si on veut comparer des endroits avec des populations différentes, on a besoin de justement représenter le taux de signalement de piqûre. Et ce qu'on voit, c'est qu'il y a des différences à la fois en termes d'années, mais aussi géographiques, avec des départements qui sont plus touchés que d'autres. Dans le côté où, on peut même aller plus loin et regarder dans quel type d'environnement. Donc là, ce qui est représenté, c'est différents types d'environnements qu'on demande: forêt, jardin, prairie, parc, domicile, plan d'eau, zone agricole cultivée et autres, pour les différents départements du Grand Est. Et globalement, on ne va pas rentrer en détail, mais ce qu'on voit, c'est qu'on se fait principalement piquer en forêt, ensuite en jardin, puis en prairie, et que les autres, c'est à plus bas bruit, même si c'est pas, c'est jamais nul. Et ce qu'on voit en plus, c'est que pour certains départements, on voit qu'entre forêt et jardin, c'est finalement quelque chose d'assez proche. Dans quel cadre maintenant se fait-on piquer? Alors, principalement, c'est en loisir, mais à égalité, on a activité professionnelle et sur le lieu de résidence. Donc ça montre bien que l'activité professionnelle est finalement une activité importante pour le risque de piqûre. Et d'ailleurs, cette activité varie énormément d'un département à l'autre. On voit que pour l'activité professionnelle, le Haut-Rhin et les Vosges sont des départements où c'est particulièrement important comparé aux autres départements. Ensuite, maintenant qu'on a vu les signalements, on peut regarder quel tic. Donc, on a identifié plus de 2800 tiques piqueuses d'humains en Grand Est. Voici la représentation de toutes ces tiques. Donc,
Comme vous voyez, c'est un peu comme les signalements, on en a beaucoup moins en Champagne-Ardenne vers l'ouest, mais qui sont des régions où il y a beaucoup plus d'étendue de champs finalement, moins de forêts et moins d'humains aussi. Et donc, on a au final identifié 8 espèces différentes. Mais comme vous le voyez, la carte, il y a une couleur différente pour chaque espèce, mais la carte, on dirait qu'elle est toute bleue. Eh bien, c'est tout simplement parce que Ixodes ricinus, ça représentait 93% des tiques identifiées. Après, il y a eu des tiques du genre Dermacentor, des espèces, d'autres Ixodes, et vraiment, en très faible, sporadiquement, d'autres espèces de tiques. Et parmi les Ixodes ricinus, c'est principalement les nymphes, donc le deuxième stade, qui fait environ 1 mm, donc qui est quand même relativement petit et qui, comme il a pris déjà un repas sanguin, peut être affecté, qui est le plus, qu'on retrouve le plus dans les tiques piqueuses. Quand on regarde aussi les espèces, on peut voir qu'il y a des variations interannuelles. Là, je vous ai représenté ici le pourcentage de tiques qui appartenaient au genre Dermacentor en fonction de l'année, donc 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023. Et on voit qu'en 2021, on en a eu beaucoup plus comparativement aux autres espèces. Ce qui est intéressant avec ça, c'est qu'en fait, ça peut donner des indications vis-à-vis du risque aussi. Si vous vous rappelez, je vous ai dit, Dermacentor, c'est pas Borrelia, c'est des rickettsioses, dont le syndrome Tibola. Et l'an dernier, le CHU de Nancy le CRMVT ont sorti une étude pour montrer que, avec, vous voyez ici le nombre de cas, donc l'incidence des cas de rickettsiose en Grand Est, que 2021, c'était une année où il y a eu un pic de déclaration. Et donc, on voit finalement que l'augmentation est assez similaire entre les vecteurs et l'incidence des cas. Malheureusement, j'ai demandé, mais on n'a pas les données sur les années d'après pour voir si on observe la même diminution qu'on observe aussi chez nous. Mais ce qui montre aussi l'importance de données participatives, c'est que dans cette même étude, ils ont remontré ici des résultats de collecte de tiques. Là, c'est le nombre de dermacentores trouvés dans 4 sites différents en Alsace par une collecte au drap. Et on voit que finalement, seulement un seul des sites montre un pic, une augmentation forte en 2021, mais que sur les 3 autres sites, finalement, il y a beaucoup de variations interannuelles et on ne voit pas d'effet. Parce qu'effectivement, si on s'intéresse qu'à un endroit localisé, on risque de passer à côté d'informations plus globales. Et c'est tout finalement l'intérêt de données participatives qui couvrent une surface plus large. Après l'éthique, on a regardé quel portage elles avaient en agents microbiens. Et notamment, grâce à une technique de PCR microfluidique qui est développée par des collègues de l'UMR Bipar à Maison-Alfort, et qui nous permettent de chercher en même temps sur une seule tique plus de 35 agents pathogènes, humains ou animaux, différents. Donc je vais vous présenter rapidement les agents pathogènes retrouvés et après on verra en détail plus certains. Globalement, on a retrouvé 17 espèces d'agents pathogènes pour l'humain détectés. Il y avait 32,6% d'éthiques qui étaient porteuses de moins un agent pathogène pour l'homme et 5% porteuses de moins 2 agents pathogènes différents, donc de co-infection pour l'homme. Et globalement, ce qu'on a trouvé, c'est principalement Borrelia burgdorferi sensuato, donc ce qui cause la maladie de Lyme, 16%. Ensuite, aussi des Borrelia miyamotoi qui se provoquent des fièvres récurrentes, donc ce n'est pas la même chose que la maladie de Lyme. On a aussi trouvé d'autres espèces de bactéries, comme des Anaplasma phagocytophilum, donc responsables d'anaplasmose granulocytaire, à 2,2%, mais aussi Neoerlichia nicuensis, qui est un agent pathogène décrit plus récemment et qui touche beaucoup plutôt les personnes immunodéprimées, mais à 4,7%, et différentes rickettsia qui peuvent causer donc différents types de rickettsiose. On a même trouvé une tique porteuse de Francisella 6, donc qui est responsable de la tularemie. Et ça, nous, c'était parmi toutes les tiques qu'on a analysées de France aussi, c'était la première fois qu'on en trouvait. Enfin, on a trouvé des parasites, des babesia, dans à peu près 2% des tiques. Ce qu'il faut savoir, c'est que je ne prends pas de résultats sur les virus parce que les tiques, telles qu'elles nous sont envoyées, ne permettent pas une bonne conservation de l'ARN et donc on ne fait pas de recherche de virus dans nos tiques. Et donc, il y a une belle diversité. Mais si on s'intéresse plus particulièrement à certaines espèces, comme Borrelia, qu'est-ce qu'on peut en dire? Par exemple, on peut voir, ce qui est assez logique, mais qui est rassurant dans un sens, que la proportion de tiques infectées par Borrelia augmente avec le stade de développement. Donc, augmente avec le nombre de repas sanguins, donc le nombre d'opportunités de s'infecter.
Donc ça, c'est intéressant, mais c'était déjà connu. Mais ce qui est peut-être plus intéressant, c'est qu'on a trouvé des larves porteuses de Borrelia. Or, des études récentes montrent que ces larves peuvent être aussi infectantes et donc elles peuvent aussi représenter un risque potentiel pour l'homme. Ça, c'est nouveau. Quoi? C'est assez nouveau qu'elle soit déjà. Vous avez dit tout à l'heure qu'a priori, elle n'était pas infectante. Effectivement, bah, parce que je l'ai dit, c'était ce qu'on disait. Mais en fait, des études, par exemple, aux Pays-Bas, ont montré en capturant des larves dans l'environnement qui étaient infectées, en les faisant se nourrir sur des souris qu'elles étaient capables d'infecter. Et en fait, avant, c'est parce qu'on n'avait pas réussi à le répliquer en laboratoire. Pendant une dizaine d'années, on a dit, bon, ben, les larves, c'est pas possible. Donc, souvent, on ne recherchait pas l'infection dans les larves. Mais maintenant qu'on recommence, on se rend compte que si, elles peuvent être infectées et que peut-être c'était des histoires de souches et de possibilités de transmission. Mais c'est pour ça, effectivement, bien suivi que j'avais fait ce lien-là avant. Et comment est-ce que ça varie en grand test, si on reprend toutes ces informations? Ben, on peut regarder aussi donc, le durée de gorgement. Là, vous voyez des tiques non gorgées à gauche et gorgées à droite. Donc, en fait, c'est que quand elles se nourrissent de sang, ça prend plusieurs jours, je l'ai dit, et leur corps va se modifier. Et donc, notamment, on est capable de détecter si elles ont été retirées en plus ou moins de 24 heures, ce qui est un facteur de risque. Et là, on peut voir dans ce cas-là qu'il y a des variations en fonction de la saison. Donc là, vous voyez printemps, été, automne, hiver. Au printemps, c'est le pourcentage de tiques retirés en moins de 24 heures. Donc le pourcentage de personnes qui sont finalement moins à risque. Et on voit qu'il y en a beaucoup moins, significativement moins au printemps que dans le reste de l'année. Donc, pour nous, c'était un signal qu'il fallait faire des messages de prévention dès le début du printemps. Et c'est d'ailleurs pour ça que notre communiqué de presse de cette année, on l'a fait dès le début mars, pour que ce soit le plus tôt possible et pas atteindre le pic d'activité des tiques. Ensuite, on peut regarder en fonction du type d'environnement. Et là, ce qu'on voit ici, c'est que globalement, en forêt, on le retire significativement plus souvent tôt, et donc on est moins à risque qu'en jardin ou à l'intérieur du domicile. Et ça, pour nous, c'est vraiment, ça montre bien que la prévention, et effectivement, actuellement, elle est surtout concentrée sur la prévention en forêt. Or, il y a d'autres endroits à risque, et si on ne fait pas attention, ben, on peut se retrouver avec un risque plus élevé dû au fait qu'on ne repère pas la tique suffisamment tôt et on l'enlève tardivement. Mais il y a des variations saisonnières aussi pour les agents pathogènes. Par exemple, Neo-Ehrlichia microensis, vous voyez ici, il y avait aussi une différence significative où c'est à partir de l'automne où les tiques sont plus porteuses de cet agent infectieux. Et d'ailleurs, il y a aussi des variations interannuelles. On peut voir ici une courbe assez belle où on voit un pic de tiques porteuses de Neo-Ehrlichia microensis en 2020 et qui redescend après. Ce qui est intéressant, c'est que pour Borrelia burgdorferi sensilato, on a observé quasiment exactement le contraire avec 2020, l'année où on a eu le moins de tiques porteuses de Borrelia burgdorferi sensilato. Pour nous, c'est probablement un effet de la variation des populations d'hôtes. Comme je vous l'ai dit, ce sont les hôtes qui infectent les tiques. Et comme on sait que les populations de rongeurs varient énormément d'une année à l'autre. Ensuite, on peut aussi revoir au niveau du type d'environnement. Et là, on voit aussi une différence significative entre forêt et jardin. Les tiques piqueuses dans les jardins étaient significativement plus porteuses de Borrelia burgdorferi sensilato que les tiques piqueuses en forêt. Donc tout ça, finalement, ça nous donne des idées de variation au niveau du risque. Mais on est toujours au niveau de composantes différentes. L'image, j'imagine, pour vous, là, elle reste globalement assez complexe, et pour nous aussi. Mais c'est bien aussi des fois de se rendre compte que le risque, finalement, il est complexe et que selon ce à quoi on s'intéresse, il va varier différemment. Mais on a essayé d'aller plus loin. Donc l'an dernier, on s'est posé, notamment avec les collègues de l'ANSES de Masdeville, pour essayer de réfléchir à comment est-ce qu'on pourrait concaténer tout ça pour réfléchir à un indice de risque d'exposition déjà à Borrelia burgdorferi sensilato. Donc, pour ça, on s'est basé globalement sur un schéma très simplifié, en se disant, bah, si on se fait piquer par une tique qui n'est pas infectée, il n'y a pas de risque. Mais si le risque il commence, là, on se fait piquer par une tique infectée. Et comme je vous l'ai dit, si on la retire suffisamment tôt, en moins de 24 heures, normalement, le risque est très très faible. Alors que si on la retire tardivement, c'est là qu'on peut avoir un risque d'infection. Bien sûr, ça ne prend pas en compte le statut immunitaire de la personne, des variabilités au niveau de la souche, mais c'est déjà des informations qui peuvent être utiles. Et donc, c'est pour ça qu'on a proposé ce risque.
mais en tant que risque relatif, en pensant bien que l'idée, c'est pas de calculer quel est le pourcentage exact possible pour chaque population, mais de pouvoir comparer différentes populations. Donc, c'est une approche probabiliste au niveau populationnel, sur des échelles spatiales et temporelles plus ou moins fines, et qui sont permises grâce aux données reçues par CITIC, donc de signes de piqûre, du stade de développement, de l'espèce, du niveau de gorgement et de la prévalence d'infection. Alors, je ne vais pas rentrer dans le détail trop compliqué des formules mathématiques, mais en gros, ce risque, on l'a défini comme la résultance de deux probabilités. La probabilité pour un être humain dans la population testée d'être piqué par une tique, et ça, on s'est basé sur le proxy, le meilleur proxy qu'on avait pour l'instant, qui était le taux de piqûre pour 100 000 habitants, et la probabilité qu'au moins une des tiques qu'il a piquées soit infectante. Et ça, en fait, on a vu pour chaque stade, larve, nymphe et adulte, la proportion de piqûres par XOS ricinus, la proportion de tiques XOS ricinus retirées après 24 heures, et la proportion de tiques XOS ricinus infectées par Borrelia burgdorferi sensilatum. Et donc, si on met tout ça ensemble et qu'on crée notre indice ensemble, voilà ce qu'on peut obtenir. Par exemple, sur l'effet du type d'environnement, j'ai repris à gauche le taux de piqûre, donc juste les signalements. On voit bien une grosse différence en Grand Est entre forêt et jardin. Avec le risque, ça augmente justement relativement le risque en jardin. On voit qu'il n'y a plus de différence significative avec le risque en forêt. Et ça, d'ailleurs, c'est particulièrement important quand on prend en compte aussi l'âge des personnes. Donc là, j'ai présenté en haut le taux de signalement de piqûre par classe d'âge, 0, 20 ans, 20, 50 ans, plus de 50 ans, et en bas, l'indice de risque. Et là, on voit que finalement, cette différence forêt-jardin, elle est particulièrement importante pour les plus de 50 ans et les 0, 20 ans, où il y a quasi plus de différence finalement au niveau du risque entre risque en forêt et risque en jardin. Donc ça montre aussi que ces populations-là, c'est vers celle-ci qu'il faut s'orienter quand on veut justement alerter sur ce risque spécifique dans les jardins. Et même au niveau du département, donc là, on voit les différents départements du Grand Est, avec peut-être une différence pour ceux qui connaissent, c'est que j'ai mis Aube et Haute-Marne ensemble, et Marne et Ardennes ensemble, parce qu'ils étaient proches et qu'on n'avait pas suffisamment de données sinon. Donc j'ai appelé ça Mardennes. Et globalement, ce qu'on voit, c'est qu'en modèle, ça réduit encore plus le risque. Alors oui, c'était un des résultats un peu étranges. Moins de piqûres, les gens retirent la tique plus tôt, et moins de tiques infectées en Moselle. Et c'est la même chose aussi, justement, dans la région Marne-Ardenne. Peut-être parce que c'est dans la région, dans les départements, peut-être parce que c'est des départements justement très forestiers, les gens font peut-être plus attention, ce qui permet de réduire le risque comparativement aux autres départements. Donc finalement, sur cet indice, ce qu'on peut voir, c'est que ça permet d'avoir une mesure plus précise du risque d'être exposé à une borréliose de Lyme qu'en prenant chaque partie séparément. Et donc, c'est vraiment intéressant là-dessus. Et ça montre tout l'intérêt, encore une fois, des données participatives, puisque c'est des sources uniques pour certaines données. Sans ça, on n'a pas de données sur les types piqueuses, le gorgement, le taux d'infection. Et ça permet finalement quand même de faire des comparaisons assez fines et utiles pour les pouvoirs publics. On les a proposées justement à l'Agence régionale de santé pour pouvoir orienter des mesures de gestion et de prévention. Bien sûr, ce n'est pas un indice absolu. Et notamment, il pourrait être amélioré parce que là où il y a potentiellement le plus de pistes d'amélioration possibles, c'est l'incidence des piqûres de tiques. Et c'est pour ça d'ailleurs qu'on travaille avec des collègues de l'INSERM pour essayer de croiser avec d'autres sources de données pour avoir un indice de taux de piqûre qui soit plus robuste et qui nous permette d'améliorer cet indice. Et hors du Grand Est maintenant. Donc, on a bien parlé du Grand Est, mais j'avais envie de finir, vu qu'on est quand même un centre spécialisé sur la forêt, sur une étude qui vient d'être réalisée par Nolwenn Blasch, qui vient de finir son doctorat et qui était à l'UMR EPIA à Lyon, dont une partie de sa thèse était sur dynamique forestière et science de piqûres. Donc, je vais passer rapidement, mais en gros, elle a pris le terrain du Massif central et qu'elle a divisé en zones de maille de 5 km sur 5 km. Sur chacune de ces zones, elle a calculé le nombre de déclarations de piqûres, l'évolution des surfaces forestières. Alors pour ça, elle s'est basée sur des comparaisons avec des cartes de 1860, 1960, 1992 et 2019. Donc un effet long terme, 160 ans, moyen terme, 60 ans, court terme à 30 ans. La composition, feuillus conifères mixtes, la configuration, la densité lisière, le nombre de pages de forêt, des variables bioclimatiques, l'altitude, la longueur des chemins forestiers et la population. Et à travers ça, elle a fait donc 3 modèles gamme,
une par échelle temporelle, donc long terme, moyen terme et court terme. Et voilà ce qu'elle a obtenu. Donc, ce qu'on peut voir, ce que j'ai représenté ici, c'est les variables qui ont été sélectionnées par le modèle, enfin, sauf celle où il y a un petit slash comme ça qui n'était pas sélectionné dans ce cadre-là, et qui ont été significatives. Et ce qu'on voit qui ressort à chaque fois, pour chaque unité temporelle, finalement, c'est la surface de forêt stable. Tout comme pour long terme et moyen terme, la surface de nouvelles forêts, mais qui ne sort pas à court terme. Il n'y avait pas d'effet des forêts, des surfaces de forêt perdues, mais par contre, un effet très important à chaque fois de la longueur des chemins, ce qui est donc un proxy finalement de l'exposition humaine des aménagements pour permettre aux humains de se promener et de profiter de la forêt. On voit aussi que la surface urbaine est ressortie, la surface prairiale et un petit peu le fait que ce soit principalement des forêts de feuillus. Et donc, quelle lecture on peut en faire? Finalement, ça montre qu'il y a plus de sillons de piqûres dans les forêts stables. Ça va avec le côté reforestation à long terme et moyen terme. Dans des forêts proches des villes, avec des espaces herbacés autour, et des forêts avec des aménagements pour les loisirs, donc des chemins forestiers. Donc en gros, des forêts attractives. Ça peut paraître pas si étonnant que ça, mais en fait, c'est très intéressant parce que ça montre l'importance de l'exposition dans le risque, notamment parce que certaines études récentes aussi avaient tendance à dire que là où il y avait le plus de tiques, c'est dans des forêts récentes et notamment en reforestation et qu'il fallait faire très attention parce que ça augmentait le risque de reforester l'environnement. Or, en fait, le risque, ce qu'on oublie souvent, c'est qu'il faut éviter de conclure juste à partir de l'estimation du danger, de la coordonnance statique, et qu'il faut bien prendre en compte justement les mesures d'exposition. Donc, pour finir, qu'est-ce qu'on peut dire de tout ça? CITIC, c'est des données qui sont quand même assez uniques pour capter l'exposition humaine. Je pense que là, je l'ai illustré de différentes manières, mais ça montre bien l'originalité des données et la force du participatif, puisque c'est grâce au participatif qu'on est capable d'avoir ces informations-là. Ce sont des résultats qui sont complémentaires aux études sur les captures de tickets ou des incidences de cas. Parfois, ça va dans le même sens, parfois, au contraire, ça montre une autre direction, et c'est ça qui est important. Mais chaque type de données est vraiment utile, que ce soit les signalements ou les tiques piqueuses, ça permet d'obtenir des résultats différents qui montrent une image globale, finalement, du risque. Et d'ailleurs, on voit des variations spatiales et temporelles, des piqûres, des espèces de tiques, du gorgement, du portage infectieux, ce qui montre bien l'intérêt d'une collecte continue dans le temps et dans l'espace, mais aussi que, comme je l'ai dit, c'est finalement, ça révèle une image assez complexe du risque infectieux lié au tic en Grand Est. Et pour nous, en fait, c'est pas un mauvais résultat, c'est même plutôt important, puisque ça montre que la manière de le gérer aussi, il ne faut pas se dire on gère partout pareil, que ce soit en Grand Est ou en France, et qu'il faut tenir compte de cette complexité. Mais c'est pour ça qu'on a proposé quand même un indice composite de l'exposition à des agents pathogènes transmis par les tiques. Et on voit, enfin pour nous, ça montre vraiment que c'est des résultats qui sont utiles pour une meilleure gestion du risque. Et c'est d'ailleurs pour ça qu'on a vraiment le besoin de pouvoir interagir avec la société civile. Et ça va d'ailleurs être un des sujets de la présentation que Irénée va vous faire en deuxième partie de séminaire. Donc, je tiens à remercier bien sûr toute l'équipe CITIC passée et présente parce que tout ça, ça fonctionne, toutes ces données, c'est grâce à toute une équipe, y compris les relais associatifs sur le territoire français, tous les citoyens qui participent au programme, nos financeurs, bien entendu. Donc, beaucoup de ces données ont été obtenues grâce à un financement de l'ARS et de la métropole du Grand Nancy, et aussi, bien sûr, dans le cadre de ce séminaire, grâce à un financement d'Artemis. Et je vous remercie pour votre attention et je suis ouvert aux questions. C'était très clair. Est-ce qu'il y a des questions en ligne? Oui. Attends. Ton exposé, c'est clair. Et on va prendre ça pour les personnes en ligne. Oui, merci pour ton exposé très clair. Je reviens sur un des derniers points donc, par rapport à l'âge des forêts et de la non-concordance des données de CITIC versus des données, j'imagine, de capture de TIC au Donc, ça va dans le sens des jeunes forêts, donc des taillis
c'est assez dense, qui sont à la fois, j'imagine, des refuges pour le gibier, qui vont souvent se cacher dans ces forêts, et donc une présence de tiques plus importante, mais en fait, ce pas des forêts attractives. Voilà, Pour l'humain. on- Oui, oui, bah, pour nous, ça va dans ce sens-là, même si là, on ne peut pas faire la différence entre âge des peuplements et âge des forêts, parce que même dans des forêts stables, il peut y avoir des peuplements jeunes. Mais effectivement, bah, on est sur une image plus globale, et pour nous, ça va dans ce sens-là qu'il ne faut pas oublier que justement l'attractivité pour l'humain et l'exposition, et donc, comme tu viens de le dire, s'il y a beaucoup de tiques à un endroit parce qu'il y a beaucoup de gibier et que c'est très feuillu, mais que c'est pas fait pour s'ouvrir aux humains, le risque il va pas être plus important finalement que dans la forêt d'à côté qui est bien aménagée. Vincent, on a une idée de pourquoi il y a autant de piqûres de tiques dans les jardins particuliers. C'est lié au profil des jardins particuliers en Grand Est. C'est des jardins qui sont très ouverts sur l'extérieur, avec beaucoup d'accessibilité sur des cervidés et aux espèces diverses et variées. Alors, ce résultat sur les jardins, on l'a partout en France en fait. Il y a même des régions où on a encore plus de tiques dans les jardins que chez nous. Mais effectivement, on a fait une étude tic au jardin autour de Nancy, où on a demandé aux gens de collecter des tiques dans leur jardin. Et donc, on avait des jardins avec tiques et sans tiques. Et donc, du moins, dans notre étude autour de Nancy, ce qu'on a pu voir, c'était effectivement les jardins où il y avait plus grande probabilité d'avoir des tiques, c'était les jardins proches de forêt, où il y avait des traces où les gens avaient observé des traces de cervidés autour, et où il y avait présence de tas de bois. C'était des facteurs qui rentraient le plus. Et c'est vrai que, par exemple, Nancy est une métropole où la forêt est très proche. Donc, on avait autant de jardins avec tiques à l'intérieur, en zone urbaine, qu'en zone périurbaine et en zone rurale. Mais effectivement, c'est probablement, et c'est ce qui se retrouve dans au moins une autre étude en Belgique, cette proximité, là, pour qu'il y ait des tiques, comme j'ai dit, il faut qu'il y ait des animaux qui puissent venir. Après, ce qu'on a montré avec Tico Jardin aussi, c'est que globalement, les jardins intermédiaires, il semblerait qu'on a du mal à les prédire, et pour nous, ça montre que potentiellement, beaucoup de jardins peuvent être ouverts au risque sporadique. Il y a des jardins en très fort risque, et on va retrouver des tiques très souvent, mais il y a des jardins où potentiellement, bah, il y aura peut-être une tique l'année, plus de tique pendant 3 ans et une tique de mousse. Et on ne parle pas trop des espèces animales domestiques. On voit bien des portages chez les chevaux, les chats, etc. Dans les cycles classiques, ça interagit comment? Bah, ça dépend. Bonne question. Les chevaux, ça peut, et tout ce qui est bovin qui reste à l'extérieur, ça peut intervenir et se maintenir dans le cycle classique. C'est vrai que les chats aussi, mais en fait, les chats et les chiens, bah, déjà, ils ont leur propre maladie. Et en fait, ils peuvent aussi ramener des tiques à l'intérieur souvent, beaucoup de piqûres dans le domicile, c'est des gens qui nous signalent avoir dormi avec leur chien, leur chat. Et donc, ils peuvent être source pour ramener les tiques justement en contact avec l'humain. Mais effectivement, leur rôle, il est quand même. Bah, chien-chat, c'est plutôt quand même un rôle accidentel, mais pour les autres espèces comme les chevaux, ils peuvent permettre justement à des tiques de maintenir leur cycle de traitement. Oui. Je trouve ça fantastique, là, ces premiers résultats, en particulier qui est les résultats qui sortent sur l'historicité des forêts, hein, forêts anciennes, forêts récentes. Ce que les pas donné, c'est comme ça qu'on les appelle. Ouais. Ce que vous avez, si j'ai bien compris, vous avez utilisé les cartes de type carte d'état-major pour voir la continuité, mais pas du tout l'âge. Et du coup, j'avais une petite réflexion particulière sur ce résultat qu'on en voit plus, plus de déclarations en forêt ancienne. Les forêts anciennes, attention, sont majoritairement des forêts publiques, alors que les forêts récentes sont majoritairement en France des forêts privées. Et donc, du coup, se cache peut-être derrière ça, non pas des affaires de structure de peuplement, mais tout simplement des affaires, encore une fois, d'exposition par la fréquentation. Du coup, ma question, c'est est-ce que vous avez introduit la propriété? Est-ce que vous pourriez le faire? Est-ce que vous pouvez le faire? Et plus généralement, jusqu'à quel grain d'analyse vous pensez pouvoir aller? Est-ce que vous avez utilisé la description des types de peuplement, pas résinofeuillu, mais plus précise qu'on a dans l'inventaire forestier ou ailleurs? Jusqu'à quel grain d'analyse vous essayez d'aller actuellement avec ça? Très dépendant du nombre de déclarations que vous avez.
Oui, merci pour ta remarque. Et effectivement, sur les aspects forêts privées, je pense que ça se reflète aussi dans les aménagements qui sont présents dans les forêts publiques. Donc cette étude, comme j'ai dit, a été menée par une doctorante qui a fini sa thèse. Donc c'est pas au niveau de la suite, on n'en a pas parlé. Moi, je pense que ce que tu proposes, ça serait intéressant de l'intégrer. Après, je pense qu'au niveau de la maille, ils sont restés à un aspect moins précis parce que justement, il n'y avait pas forcément suffisamment de signalement pour pouvoir aller sur une maille très fine. En Massif central, comme on l'a dit, ça dépend aussi de la population humaine et c'est pas forcément là où on a le plus de signalement. En Grand Est, ça serait peut-être plus intéressant de le faire, par exemple. En ligne, alors, je peux les lire. On parle d'âge des forêts, mais y a-t-il des facteurs confondants comme les strates herbacées versus les litières? Alors, probablement qu'il peut y avoir des facteurs confondants, effectivement, mais là, on n'avait pas l'information pour cette étude-là. Mais effectivement, au niveau de la présence de tiques, c'est très lié au microhabitat. Donc, entre présence et type de litière peut avoir un effet sur la population de tiques. Euh, vous me dites les questions? Ouais. Les tiques sur les animaux domestiques ne sont pas les mêmes espèces que l'homme. OK. Alors, si les tiques sur les animaux domestiques, c'est une autre étude qu'on avait fait à tous chercheurs avec des citoyens, on a analysé les tiques piqueuses des animaux domestiques. Et c'est les mêmes espèces, mais effectivement, c'est plus différent. On a plutôt des adultes, alors que chez l'homme, c'est plutôt des nymphes. On a toujours majoritairement du ricinus, mais on n'est pas à 93%, on est plus proche de 60%, et on a beaucoup plus de dermacentor et de ripicéphalus. Effectivement, et c'est ce qui fait d'ailleurs que ces tiques sont plus actives toute l'année, notamment en hiver, et donc on a plus de signes en piqûre chez les animaux en hiver. C'était les deux questions? Ok. Eh bien, merci beaucoup.